Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous présente, c'est Dr Daya Sissoko-Bey du comité scientifique du Forum Galien Afrique 5e édition. C'est avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance que nous vous recevons ce matin pour entamer la deuxième partie de la matinée. La matinée qui est vraiment dédiée, cette journée essentiellement dédiée aux femmes, car vous savez que le Forum Galien met au devant, met à l'honneur tout le monde, autant les jeunes, autant les femmes, autant les scientifiques qui sont fait remarquer sur le domaine de l'innovation, sur le domaine de l'ingénierie, de la recherche et de la santé. Donc aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie de la matinée et rappeler que nous sommes sortis d'une session assez passionnante qui s'est déroulée à partir tout à l'heure à 9h, où on mettait au devant le leadership des femmes. C'était une session qui était très interactive. Et au sortir de cette session, définitivement, nous sommes sortis convaincus que les femmes, nous ne pourrons pas atteindre la couverture sanitaire universelle sans l'implication des femmes. Et ces femmes nous ont montré lors des débats qui sont représentés au niveau que leur leadership va booster la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. Donc là, nous allons commencer cette session où les débats vont tourner autour du rôle des femmes. Cette fois-ci, le rôle des femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Et durant cette session, les présentations des différents experts nous édifieront sur les rôles et les influences que pourraient avoir les femmes d'estime pour atteindre la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. Et cette session sera animée, tirée par Monsieur El Hassi, que je pourrais présenter comme un homme généreux, parce qu'il est le président de la Fondation Kofi Annan, qui est un grand monsieur, car il a accepté avec beaucoup de générosité de nous accompagner, d'accompagner les femmes lors de ces deux sessions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a été panéliste lors de cette première session où il nous a gratifié de son expérience, il nous a beaucoup appris dans ce domaine-là. Donc, Monsieur El Hassi, nous vous remercions beaucoup. Et vous allez co-chairer cette session avec Madame Ampo, qui est en mode virtuel. Et je vais vous laisser présenter les panélistes parce que nous avons 6 panélistes, dont 3 sont au niveau présentiel, mais il y a d'autres qui vont participer en virtuel, en plus de votre co-chair. Monsieur El Hassi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame. Je voudrais juste vérifier si la coprésidente de la session est déjà en ligne. OK, elle n'est pas encore en ligne. Donc, vous nous ferez signe, mais nous allons démarrer donc, sans plus tarder. Non, dans la session précédente, je disais qu'il suffit tout simplement parfois d'appeler les talents. Et quand on appelle les talents et qu'on voit ceux qui répondent à l'appel, donc ce n'est pas souvent ceux, mais celles. Et je pense que
Ce panel de ce matin donc, nous en édifie parce que nous parlons effectivement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Et j'ai un panel 100% féminin donc, qui va parler donc, de ces sujets d'une très grande importance. Un sujet qui, quand nous les traitons souvent, nous disons que les femmes sont exclues, que les filles n'ont pas accès, mais je pense que s'il fallait démontrer le contraire, regardons tout simplement la présence de ces dames donc, dans ce panel. Et par ordre, donc, nous aurons le professeur Agnès Binakouao, qui est déjà en ligne, j'ai vu, professeur Francine Toumi, Dr Suzanne Kiwanuka, professeur Koumba Khan, qui doit être en ligne également, professeur Ndeye Aram Boy-Faye, à ma droite, et Dr Oumou Kalsoum Seck. Donc, bienvenue, mesdames, bienvenue, mesdames, messieurs les participants donc, à cet important panel. Nous allons commencer avec toi. Je me permets de te tutoyer, Agnès. Donc, je pourrais dire Madame la ministre, je pourrais dire Madame le professeur, je pourrais dire ma sœur, mais tout simplement, avec toutes ces casquettes qui se résument en une seule chose, une militante active pour la santé publique et engagée pour le monde, bien entendu, mais particulièrement aussi pour l'Afrique. Agnès, sans plus tarder, je te passe la parole. Merci beaucoup. Je suis vraiment enchantée de faire partie de ce panel sur un sujet aussi important et de contribuer à décrire ce que je vois comme étant le rôle des femmes africaines surtout, les femmes en général, mais africaines dans les sciences, la technologie, les mathématiques et les innovations de tout genre. Et surtout en ce qui concerne la couverture sanitaire universelle. Donc, ça va être un débat intéressant. Je pense que j'aurai la parole après pour développer selon les questions, mais merci beaucoup de m'avoir avec vous. Merci beaucoup, Agnès. Je crois que l'on va entrer dans le vif du sujet et des débats. Donc, je voudrais demander aux intervenants de faire juste une sorte d'introduction liminaire. Donc, si peut-être tu pourrais en quelques mots nous indiquer tes réflexions sur le sujet, et puis nous allons y revenir plus en détail dans les réflexions. Alors, qu'est-ce que tu pourrais tout simplement nous dire en tant qu'enseignante, donc formatrice, mais également aussi leader politique ayant occupé des fonctions ministérielles, mais militant pour la santé publique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage et mieux donc pour d'abord attirer, mais aussi maintenir les femmes dans ces domaines que sont la science, la technologie et l'ingénierie, domaines extrêmement importants pour la couverture de maladies universitaires? Ce qu'on pourrait faire d'abord, et la première chose, tout se passe dans la famille, c'est d'expliquer à nos communautés que la femme peut aller, la petite fille peut grandir et être une femme épanouie si elle étudie et si elle dédie sa vie professionnelle aux sciences et à la technologie et aux mathématiques. En général, les familles en ont peur pour multiples raisons. Ce sont des longues études et ce n'est pas commun d'y avoir ces filles inscrites. Donc ça, c'est une première chose que l'on pourrait faire, chacun dans son pays, chacun dans sa communauté. Ensuite, c'est se baser sur l'agenda africain de 2063 qui souligne la nécessité d'investir dans l'enseignement des sciences et des technologies et l'ingénierie et les mathématiques, et que c'est un défi qui est africain, mais qui est aussi global, mais qui est surtout, en ce qui nous concerne, africain, avec environ 18 à 31% des femmes seulement parmi les chercheurs scientifiques, contre 49% en Europe, 44% en Asie. Donc, on a du chemin à parcourir. De 18 à 31%, on est loin du compte. Même dans les meilleurs pays, ce n'est pas assez, mais nous, on est loin du compte. Alors, ça, c'est plein de sujets à développer tout à l'heure, mais c'est à tous les niveaux. Et récemment,
le Time Higher Education et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture et la science, qu'est l'UNESCO, indiquent que l'Afrique a le pourcentage le plus élevé de diplômés en STEAM. 47% contre 41% en Asie, 41% en Amérique du Sud, 42% en Europe et 38% en Océanie. Alors, pourquoi on ne les utilise pas dans des positions de leadership? Alors, parce que bien que l'Afrique possède la plus grande proportion de femmes diplômées en STEM, selon l'UNESCO, l'Afrique subsaharienne compte environ seulement 28% des femmes dans des carrières STEM, soit la même proportion de femmes médecins en Afrique, selon l'OMS. Et là aussi, c'est un problème, mais le plus grand des problèmes, c'est quand on arrive dans les positions de leadership où là, les femmes sont vraiment pas assez visibles. Et de là, je vais quand même contredire notre modérateur. Ce n'est pas parce qu'on réussit à avoir un panel hautement qualifié de femmes que les qualifications des femmes en sciences est reconnue. Il y a une grande marge et c'est cette marge-là que nous devons parcourir. À toi. Merci beaucoup, Agnès. En effet, les chiffres que vous donnez reflètent une certaine réalité, mais la question qui se pose, c'est où sont-elles? Et à quel niveau donc sont-elles? Sont-elles reconnues? Sont-elles validées? Sont-elles mises en exergue? Sont-elles utilisées à bon escient? Donc, pas pour elles-mêmes, mais pour notre bénéfice à nous tous. Donc, nous allons revenir davantage sur cela. Je voudrais passer brièvement à notre prochaine intervenante, professeure Francine Toumi. Donc, vous êtes en ligne? Oui. Très bien, bienvenue donc en virtuel. Donc, vous êtes titulaire d'études approfondies en biologie et d'un doctorat en sciences à l'Université Pierre-Marie Curie. Et votre parcours professionnel vous a amené à Lambaréné, donc qui nous rappelle Albert Schweitzer, c'est sûr, mais également aussi à l'Institut de médecine tropicale et l'Université de Tübingen en Allemagne. Et vous êtes la première femme africaine responsable du secrétariat de l'initiative multilatérale sur le paludisme, mais également aussi, vous avez eu la coordination du réseau régional d'Afrique centrale sur la tuberculose, le VIH, SIDA et le paludisme. Donc, première question à vous, professeur. Faisant suite à l'introduction liminaire de notre sœur Agnès, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure l'engagement des femmes dans l'estime favorise la recherche dans le secteur de la santé? Quelles sont les opportunités que vous voyez, mais également aussi les obstacles, parce qu'il y en a. À vous. Merci beaucoup. Alors, comme l'a dit professeur Agnès, effectivement, 15% de leadership dans les sciences, 15% de leadership féminin, c'est extrêmement peu. Et pourtant, les chiffres montrent aussi que les groupes de recherche en santé et d'autres qui incluent des femmes sont plus performants que les groupes de recherche qui ne comportent que des hommes. Et un point important dont on doit tenir compte, c'est que notre continent a besoin de se développer et que pour se développer, les sciences sont indispensables et qu'on ne peut pas se priver de la moitié de notre cerveau, donc de la moitié donc de la contribution des femmes. Donc c'est primordial. Si on parle développement de notre continent, on parle implication des femmes. Donc, changer les stéréotypes, comme l'a dit professeur Agnès. Certes, les études sont longues, mais dans les études longues, ce qui est très curieux, c'est que beaucoup de parents poussent leurs jeunes filles à devenir médecins, beaucoup, quand elles travaillent bien en classe. Et les études médicales sont très longues, donc la longueur des études ne sont pas un frein. C'est vraiment
une représentation de la femme scientifique, de la femme dans les sciences qui mérite d'être améliorée. Et je pense qu'effectivement, la visibilité sur les femmes scientifiques est très importante. Et là-dessus, je soulignerai juste l'effort que font certaines fondations. Et je suis très heureuse, professeur Agnès, lorsqu'elle a eu un des prix L'Oréal, de me promener dans les grandes capitales européennes et voir son visage. Cela était important parce qu'il mettait la visibilité sur les femmes scientifiques africaines, qu'elles existent, parce que souvent, nous pensons qu'elles n'existent pas. Les obstacles sont nombreux en interne, essentiellement, comme cela a été dit, la famille, qui pense à tort que quelquefois les carrières scientifiques ne sont pas des carrières pour les filles. Donc, il faut que les parents encouragent. À ce titre, nous, ici au Congo, nous avons un programme justement pour vraiment engager les familles dans cet effort, changer ce stéréotype et encourager les jeunes filles, les petites filles qui veulent s'engager dans les sciences à continuer. Et ensuite, quand elles travaillent très bien, mais après, la maternité, voilà, la vie sociale fait qu'elles sont freinées. Donc, il faut que ce sont des obstacles. Donc, il faut qu'on mette en place des mesures d'accompagnement pour que la maternité ne soit pas un frein, mais un plus pour que la femme scientifique soit reconnue, qu'elle ait le temps de faire une pause, mais que sa carrière ne soit pas stoppée parce qu'elle a joué son rôle de mère. Donc, là, ce sont des obstacles où les hommes ont aussi à contribuer en contribuant donc à mettre en place avec les femmes des mesures d'accompagnement. Donc, tout cela, pour moi, et puis ensuite, il y a des freins personnels aussi. Nous, les femmes africaines, nous avons des difficultés à nous mettre en avant, contrairement à vous les hommes, monsieur le modérateur. Et donc, il faut qu'on apprenne aussi à la femme africaine à se dire « je » et à se mettre en avant. C'est un effort culturel que l'on a à faire, à se dire qu'on peut être devant… Même quand on sait qu'on a les connaissances, on est très hésitante, on a besoin d'être rassuré d'abord à titre personnel, et puis ensuite on veut être rassuré par l'extérieur. Il faut que cela change. Et donc, il faut que les femmes fassent aussi un effort pour se mettre en avant parce qu'elles ont toutes les compétences. Malheureusement, nous sommes, voilà, culturellement, nous sommes freinés. Notre ambition, moi je dis toujours, il faut mettre l'ambition au féminin. C'est une valeur féminine. Il faut qu'on jusqu'ici, c'est une valeur masculine. Un homme ambitieux, c'est très beau. Mais une femme ambitieuse aussi, ce doit être apprécier une femme qui aille le plus loin possible. C'est très important. Voilà, je vais m'arrêter là, monsieur le modérateur. Merci. Merci beaucoup, professeur Ntoumi. Oui, nous retenons, il faut mettre l'ambition au féminin, certainement. Donc, ça sonne très féminin. Et d'autre part également aussi, il faut qu'on intervienne à tous les niveaux, au niveau de la famille, au niveau de la société, pour enlever tous les obstacles donc, qui sont sur les chemins des femmes et que ce rôle doit être partagé et que les hommes ont certainement aussi un rôle à jouer à ce niveau. So, our next panelist is Dr. Suzanne Iwanuka. So he is the review coordinator for the Center of Systemic Reviews on Human Resources for Health, interested in community oral health, epidemiology, primary health care, and human resources for health, highly experienced in scientific writing and editing, had led the review process of 2 systematic reviews, pre-licentiate education and dual practice. And she's from Uganda and from the School of Public Health of Makerere. First question to you, Doctor. Do you think that in this context, the context of STEM and the role of women, the women can have a significant impact on development goals, including universal health coverage? And then if you would like to share some of your experiences, with us. Thank you very much.
Thank you very much, moderator, and thank you very much to Professor Awa for convening this very important meeting. I am excited to be here. I'd like to add that I'm also the head of department in my university at the School of Public Health, newly minted. I'm about 6 months old, but I join a panel of 4 other heads of department who are all female. And that has never happened in the entire university since it existed 100 years ago. So I would like to say that, yes, it's not a matter of whether women can impact on development goals and whether they can be a contribution. It is whether they will be. And that's what I'm here to talk about. When I was young, my mother asked me what I wanted to be. And I told her I wanted to be a medical doctor. And she told me, that could take long. Are you sure you want to do this? And I told her, I don't see anything else I want to do. This is what I want to do. So I did my first degree, which I finished in the year 1999. And then I wanted to do a master's and I wanted to do a PhD. And she asked me again, when are you going to get married? And I told her, I don't want to sit around and wait for that answer. So in the meantime, I'll do something I find exciting. So when I completed my education, I went on to Makerere, and I've been there for the past almost 20 years. So how can women contribute? They can contribute both as drivers of development and UHC, and they can contribute both as well as passengers. The previous panel mentioned that women are the most vulnerable face in health and development because of the vulnerabilities women face in terms of socioeconomic disadvantage, health, risks. It's a myriad of challenges which women face. And the health outcomes are determined by how women respond or how the system is responsive to women issues. But beyond that, women are also the drivers of the health sector. Previous panelists have also mentioned that women are the largest percentage of the caregivers in the health sector. And how does that happen? It has happened. How does the systematic gap in women representation happen that affects women negatively? It has happened over centuries. The risks, the culture, the socioeconomy has systematically pushed women to the side. And we really haven't, as women, thought of men in the lead as being strange, but we've accepted it as normal and actually useful. However, I think it's good to know that the tide is changing, and there is the recognition that women need to be supported to navigate a highly gendered environment, not only in STEM, but also in other sectors, because without the involvement or the empowerment of women across sectors, I don't think universal health coverage can be achieved. In fact, I am confident universal health coverage cannot be achieved. So although efforts have been made, we mentioned that there are more women graduates. Most of them actually stop at that level. You will agree with me that while men will take a break from their careers to go for higher education, women take a break from their careers to go for childbirth and family responsibilities. And those decisions actually push the two in opposite directions. Men are able to advance and get promoted, while women stagnate at that level. And one of the areas that needs to be tackled is that stage where women get stagnated.
When you look at calls for scholarships, there is usually this deadline age limit. Those above 35 need not apply. I don't know where that came from, because as a woman at 35, you've just come back from maternity leave and you're excited to take opportunity of the scholarships. This needs to be redressed. Men will go through and the women will get cut off at 35. But that's just part of it. My work in the health system in Uganda, I had the privilege of interacting with health workers who have been in the system for more than 20, 30 years, and they have never got promoted. And when I asked them, I actually found out that this is a policy issue. You cannot get promoted without the necessary documents, okay? So we have the policies putting in place the requirement for documents for women to be elevated into leadership and management positions. But we also have systems which disable them to get these qualifications. So there needs to be a redress, and this cannot be just a matter of, hey, women, get up, apply, compete, have confidence. No, I think this needs to be legislated, systematically structured, so that if the cutoff for men is 35, let the cutoff for women be 45. Let them allow that hiatus that they have to take in order for them to be able to penetrate and get into leadership, because they can't compete with the wonderful gentlemen at the same level. There needs to be a staggered structure which allows the women to also take up those spaces. And that is more so because the bulk of the health workforce is female. I'll stop there for now. Thank you very much. And congratulations for your new position out of the department, and congratulations to Makerere University for changing also the tide. You're right. Progress is being made. Is it enough? No. Is it fast enough? No. So I think there are many obstacles along the way, that have to be removed. And you were also mentioning issues that are related to equity and equality. I think there's a subtle difference there, as we are not all operating from the same baseline. The specific situations of particular groups need to be taken into account, so that, there's more fairness and then more justice, to allow them to, get to the level, where they can catch up and not be left behind. Thank you very much for highlighting that. So our next panelist is Professor Kumba Turekan. Is she online, Kumba? Yeah, I'm online. Voilà, donc bienvenue. C'est un docteur en pharmacie avec un PhD titulaire de microbiologie, bactériologie et virologie à la faculté de médecine, pharmacie et odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, première conseillère en charge des partenariats de la recherche et de l'innovation auprès du ministère de l'Enseignement supérieur du Sénégal, ancienne directrice scientifique de l'IRSF. Elle est recteur de l'URF Santé de Bambey. Moi, j'ai vu Bambey, mais je t'ai vu comme à Kaolack ou Sine Saloum. Oui, c'est Kaolack, c'est Sine Saloum. C'est Sine Saloum, donc il faut rectifier. C'est pas Bambey, Oui. c'est Kaolack. Avec intérêt, recherche inclut l'épidémiologie moléculaire, physiopathologie, la résistance aux médicaments du VIH et de nombreuses autres maladies. Kumba, la première question, c'est qu'en tant que femme, qu'est-ce que les mathématiques et les sciences vous ont apporté pour mieux concevoir et mettre en œuvre des solutions appropriées aux problèmes de société et de développement, comme la couverture sanitaire universelle? À vous. Merci beaucoup, modérateur. C'est un plaisir pour moi de remercier tous les organisateurs. Les mathématiques aident à comprendre tout fonctionnement de la vie. On les retrouve dans toutes les sciences, la physique, toutes les sciences, même des sciences qui ne sont pas les sciences dures, parce qu'on peut les retrouver dans d'autres filières. Même à la cuisine et dans la couture, ce sont des mathématiques qui sont utilisées.
Donc, une bonne compréhension de ces mathématiques aide tout le monde dans la vie quotidienne. Ça nous aide vraiment à comprendre les nombres que nous utilisons, mais également à solutionner les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et par exemple, dans le domaine de la science, les mathématiques sont au cœur des décisions médicales. Ça, on peut le dire. Surtout avec actuellement l'avènement de la médecine digitale, l'avènement de la médecine de précision, de la pharmacogénomique et des simulations. Actuellement, on demande à toutes les universités qui ont des facultés de médecine ou des IFR de médecine de mettre en place des unités de simulation. Donc, les mathématiques nous permettent d'analyser, de planifier, d'évaluer, de prédire tout ce qui est progrès, et ces progrès vont nous permettre d'aller vers la réalisation de cette couverture sanitaire universelle. Et ça permet aussi de susciter une prise de conscience de l'ensemble des acteurs et surtout la redevabilité autour des questions de santé et des concepts qui sont liés à la couverture sanitaire universelle. Et ça, à tout point de vue, à l'endroit des décideurs, à l'endroit des prestataires et à l'endroit des communautés. Et les femmes peuvent jouer un rôle important dans ce domaine, et surtout les femmes universitaires. Nous ne sommes pas nombreux, parce que si je prends le cas du Sénégal, les femmes universitaires représentent seulement 16% au niveau académique, les données de 2021. Et si on prend par exemple les recteurs, nous ne sommes que 2 recteurs sur 10 universités publiques actuellement au Sénégal. Mais nous pouvons jouer un rôle important avec les 3 missions de l'université. La mission d'enseignement, la mission de recherche et de service à la communauté. Donc vraiment, avec ces différentes missions, on peut faire énormément de choses et mettre les femmes en exergue avec plus de visibilité de ces femmes pour que tout le monde puisse adhérer aux mathématiques et savoir que les mathématiques sont au cœur de tout ce que nous faisons dans la vie. Donc, pour la première question, voilà, et après, on pourra débattre avec les questions qui seront posées. Merci. Merci Komba d'avoir vraiment mis en exergue le rôle important des mathématiques dans l'exercice quotidien donc, de nos activités et de nos fonctions. Mais également aussi de nous avoir rappelé, nous Sénégalais, donc, qui aimons tellement être à la pointe donc, de beaucoup d'avancées qu'on n'a que 2 femmes recteurs donc, sur 10. Donc 2 sur 10, ce n'est certainement pas une bonne note, pas en mathématiques ou en français ou à quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque chose que nous devons dire à très haute voix et qu'on a vraiment du chemin à parcourir. Et donc, voilà, c'est un call to action. C'est une situation qu'il faut changer et qu'il faut changer rapidement. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer maintenant Madame professeure Ndeye Aram Boye Faye, le professeur titulaire des universités avec 30 ans d'expérience d'enseignement et de recherche dans les domaines de la physique et de la science nucléaire. Membre du laboratoire Atom Laser de l'université Cheikh Anta Diop, supervise des thèses de PhD et de masters en collaboration avec le laboratoire de spectroscopie atomique d'application moléculaire, Université Tunis El Manar dans le cadre du projet NET 45 et CPT. Elle est experte externe de l'Agence internationale d'énergie atomique, fait plein de missions d'examen des plans intégrés d'appui à la sécurité nucléaire, ancienne secrétaire du comité directeur et actuelle coordinatrice de la zone Afrique de l'Ouest du Forum des organismes de réglementation nucléaire en Afrique. Donc, une professeure accomplie, une experte très pointue donc, dans ce domaine. Madame, comment, en tant que professeur de physique nucléaire, vous voyez votre spécialité se positionner pour atteindre les objectifs de la couverture de santé
universelle. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la professeure Eva Marie-Coll-Seck pour m'avoir associée à cette importante activité, ce panel important sur le rôle des femmes scientifiques pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Alors, la première question peut-être qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi la physique nucléaire dans cette activité? Alors, évidemment, le nucléaire est célèbre pour des choses pas très belles. La bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki, les accidents nucléaires, Fukushima, Tchernobyl. Mais il faut savoir que le nucléaire, c'est la vie de tous les jours. Et ce nucléaire-là a révolutionné la médecine. Quand j'avais commencé à travailler, donc à faire ma thèse en physique atomique, mes recherches étaient presque fondamentalement tournées vers donc, des applications théoriques, des calculs extrêmement compliqués et complexes. Mais quand j'ai compris que le simple fait d'avoir un électron qui saute d'une orbite à une autre, en envoyant un rayonnement, on peut soigner des personnes, je me suis dit, waouh, c'est phénoménal. Et c'est là où la physique intervient. La physique nucléaire, donc, avec ce qu'on appelle la radioactivité et les rayonnements, a révolutionné ce qu'on peut appeler aujourd'hui la médecine radiologique. On ne peut pas imaginer la médecine aujourd'hui sans le diagnostic, l'imagerie médicale. C'est systématique. Quand vous allez voir un médecin, il va vous dire, allez faire une radio, allez faire un scanner. Eh bien, ces technologies-là sont basées sur le nucléaire. À travers donc le rayonnement X que l'on soumet à votre corps pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on soigne le cancer du sein chez les femmes, il y a un aspect important de prévention avec la mammographie. Et la mammographie, c'est ça, c'est le rayonnement X. Et quand on a fini de faire la mammographie, les soins se feront par la radiothérapie. Donc, radiothérapie, donc la thérapie par les rayons. Donc, on va soumettre à la femme du rayonnement pour aller détruire les cellules cancéreuses qui sont dans son corps. De même, quand on soigne le cancer du col de l'utérus, qui est quand même un cancer très, très répandu maintenant dans nos pays, on le fait avec ce qu'on appelle la radiothérapie interne, la curithérapie. Donc, on introduit à l'intérieur de l'utérus de la femme des aiguilles d'iridium, par exemple, pour pouvoir donc rayonner à l'intérieur et détruire les cellules cancéreuses. Et donc, cette technologie nucléaire participe sur toute la panoplie de la prise en charge sanitaire, du diagnostic au traitement, et même les traitements, les soins palliatifs. Donc, on ne pourrait se passer maintenant de cette technologie nucléaire pour atteindre cette couverture sanitaire universelle qui, de par ces trois objectifs qui sont d'abord l'équité, donc dans les soins, élargir l'accès aux soins. Comment on le ferait? C'est augmenter évidemment l'accès à ces technologies-là. Et comment augmenter? Ça, c'est d'abord donc du point de vue de l'engagement politique des États, faire en sorte que ces technologies soient disponibles dans tous nos pays. On a remarqué que 55 pays parmi les pays de l'Union africaine, parmi ces 55, seulement 20 ont une unité de radiothérapie.
Et donc là, il y a un grand pas à faire pour pouvoir combler ce gap. Lors de la journée mondiale donc, qui s'est déroulée de la santé, qui s'est déroulée donc à Addis en 2022, l'Agence internationale de l'énergie atomique a lancé un important projet qui s'appelle les rayons de l'espoir. Comment les rayons peuvent donc redonner l'espoir à nos populations. Cet important projet dont notre président, le président Macky Sall, est le champion en Afrique, va donc aider tous nos pays à élargir l'accès à cette radiothérapie pour redonner l'espoir à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui sont atteints de cancer. Et là, le rôle des femmes est important. On peut regarder le rôle des femmes à travers l'histoire déjà, parce que la radiologie mobile a été introduite par Marie Curie. Cette femme exceptionnelle qui a eu le prix Nobel de physique et de chimie, qui a inventé aussi la radioactivité, elle a joué un rôle très, très important lors de la Première Guerre mondiale, parce qu'elle a compris que pour soigner les blessés dans les champs de bataille, eux, ils ne pouvaient pas aller à l'hôpital. Il fallait que l'hôpital aille à eux. C'est elle donc qui a inventé ce qu'on a appelé donc c'est les camions, c'est des petits camions dans lesquels il y avait donc des radios mobiles. Et donc, elle allait sur les champs de bataille, aider de sa fille pour aller donc faire le diagnostic pour ceux qui étaient donc sur le champ de bataille. Donc, elle a joué un rôle très, très important. Et aujourd'hui, maintenant, les femmes continuent à jouer un rôle dans ce domaine-là. En tout cas, au Sénégal, on est très ravis de dire que parmi les radiophysiciens qui sont, donc les radiophysiciens, ce sont ces scientifiques-là, ces physiciens qui accompagnent les médecins dans les unités de radiothérapie et qui font les calculs de dose avant le traitement. Parce qu'on ne peut pas traiter un patient en radiothérapie si on n'a pas calculé la dose de rayonnement qu'on va lui injecter en différentes séances pour aller donc traiter les cellules cancéreuses. Cela se fait par des physiciens à la base, qu'on appelle des radiophysiciens. Au Sénégal, dans nos unités de radiothérapie, les radiophysiciens, on peut dire radiophysiciennes parce qu'on n'a que des femmes. Elles sont toutes des femmes. Et parmi les 15 aussi techniciens en radiothérapie, 11 sont des femmes. Donc, on a quand même fait beaucoup de progrès dans ce sens. Il reste encore à en faire et nous avons un grand rôle à jouer donc dans ce domaine. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame, je dirais presque pour ce cours. Et donc, ayant entendu le professeur Koumba Kane nous dire qu'il n'y a que 2 recteurs sur 10, et d'autre part, quand on voit les radiophysiciennes, c'est tout à fait l'opposé. Donc, on a encore le gap qu'il y a entre les talents donc féminins, oui, mais les difficultés d'accéder au niveau leadership et tous les obstacles qu'il y a autour. Vous écoutant, je dois vous avouer qu'il y a 40 ans environ, en 82, j'étais jeune fonctionnaire à l'Agence internationale pour l'énergie atomique à Vienne. Et devais travailler sur un dossier qui devait appuyer la médecine nucléaire à l'université de Dakar. Et la moitié donc, des collègues nous disaient, mais vous avez besoin des soins de santé primaire. Donc, il faut peut-être se focaliser là-dessus. C'était du temps de l'initiative de Bamako et des cases de santé, etc. Bon, qu'est-ce que vous allez faire avec vraiment une médecine nucléaire? Je ne connaissais pas grand-chose donc dans tout ce que vous dites des rayons qui tuent les cellules cancéreuses, mais bon, je disais, pourquoi pas nous? Il faut qu'on l'ait. On s'est battu et vous, 40 ans plus tard, donc, avoir l'honneur d'être à vos côtés et vous entendre faire vraiment ce cours, donc ça me remplit, je dirais, presque d'émotion et qu'on n'avait pas tort à l'époque de dire que nous ne devons pas seulement nous focaliser et nous limiter aux soins de santé primaire, mais qu'il fallait être beaucoup plus ambitieux. Merci, Madame, encore une fois.
Maintenant, je m'en vais donner la parole au docteur Oumou Kalsoum Seck, qui est médecin de santé publique et médecin du travail en offshore. Donc, voilà, bon, celui qui connaît maintenant l'actualité au Sénégal et nos perspectives donc d'avenir dans le domaine gazier et pétrolier, on peut davantage apprécier donc cette spécialité de médecine de travail en offshore. Et c'est pas professeur Marie-Paul Seck qui me contredirait, donc s'occupant actuellement de tout ce qui est extractive industry et la transparence autour de ça, mais surtout également aussi la santé qui doit régner sur les plateformes. Donc, vous avez aussi travaillé dans le domaine humanitaire, donc, que je reconnais parfaitement à travers vos passages donc, chez MSF, Médecins sans frontières, mais également aussi à l'organisation sœur de la Croix-Rouge, notamment le Comité international de la Croix-Rouge. Et vous avez travaillé non seulement en Afrique, mais également aussi sur d'autres continents, et notamment en Amérique latine et dans les favelas, où il y avait cette jonction santé, violence, mais également aussi cohésion sociale. Et bien entendu, le rôle des femmes est toujours extrêmement important dans ce domaine. Mais partant de votre expérience, pourriez-vous nous dire sur quel levier s'appuyer pour que les femmes dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques puissent davantage s'épanouir au sein de leur milieu professionnel? Et là, je mets un accent particulier sur les plateformes de notre offshore, donc qui peut-être ont tendance à être un domaine très masculin, mais on a besoin également aussi donc, comme on disait tantôt, de la moitié de l'humanité qui doit apporter sa contribution. À vous, docteur. Merci à vous. Merci à tous. Merci, professeur, pour cette invitation. Je suis super honorée d'être ici au Sénégal et parler des femmes dans le milieu offshore et de la couverture sanitaire universelle. Qu'est-ce que je pourrais dire? Nous sommes... Malheureusement, jusqu'à présent, nous sommes encore, en tant que femmes, nous sommes à 3,6% de femmes dans le secteur offshore, dans le monde entier. Ce sont des données de UK, n'est-ce pas? Ils sont les premiers dans l'offshore, donc ils ont pu répertorier tous les acteurs du offshore et nous sommes que 3,6. C'est très peu encore. Et ça fait que quand je parle de mon expérience, quand j'apparais comme femme en offshore, je reçois plusieurs questions. Comment se fait-il que vous soyez en mer? Qu'est-ce que vous faites en mer? Vous n'avez pas peur de... Vous comprenez, parce que comme quoi, c'est un milieu impossible. J'y suis, ça fait 10 ans déjà. Je travaille en mer parce que j'ai eu la chance, durant toute ma formation, d'avoir travaillé ou faire des internships dans les zones classées difficiles et éloignées. Il faut apprendre, il faut oser, il faut y aller. Il n'y a rien de diable, c'est un milieu super bien contrôlé, même mieux contrôlé qu'ici sur terre ferme, n'est-ce pas? C'est vrai, et y aller et oser, n'est-ce pas? Mais pour cela, il faudrait aussi se mettre à niveau. Il ne faut pas utiliser juste le drapeau de « je suis femme, je m'en vais en mer ». Non, je suis professionnelle, je m'en vais en mer travailler. C'est exactement ça. Se mettre à niveau, avoir les compétences requises, parce que si on regarde même sur l'Internet, c'est très facile. On regarde les job profiles des médecins ou bien de n'importe quel emploi, des sciences, technologies et ingénierie et mathématiques. Il y a un profil et il y a des formations requises pour y aller. Ce n'est pas le drapeau femme, c'est le drapeau formation. Donc, c'est là où je vais commencer par améliorer la qualité de la formation déjà. Déjà, depuis le bas âge, dans l'école, les jeunes filles, il faut commencer à les capter. J'ai une grande expérience comme j'ai travaillé dans les favelas, j'ai utilisé beaucoup le système brésilien. Donc, vous m'excuserez si je parle tout le temps du Brésil, mais c'est ce que je connais, je contrôle bien. N'est-ce pas? Donc, dès le bas âge, dans les écoles, les jeunes filles, ils ont un programme qui s'appelle Brisolant. Le Brisolant, ils ont les élèves le matin et le soir. Donc, le matin, ils divisent la classe en deux. Le matin, les filles vont à une partie de la classe va
en salle théorique, et l'autre partie va en salle de pratique, carrément. Merci. Ah, OK, merci. Et l'autre partie va en pratique, dans les laboratoires de sciences, mathématiques, technologies. Donc, très tôt, elles sont présentées à ces matières. OK? Et le soir, ils inversent. D'accord? Donc, avant qu'ils ne sortent de l'enseignement primaire, avant qu'ils ne sortent de l'enseignement secondaire, ils ont déjà fait leur choix. Et c'est là où on capte les filles, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que quoi? Ces laboratoires, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes dans ces laboratoires. Et ces enseignantes deviennent un modèle pour ces jeunes filles, déjà. Donc, c'est pour cela, si on regarde bien, sur leurs 30 millions de travailleurs et tout, ils ont, dans le monde de sciences, ils ont 48% déjà. Donc, c'est beaucoup. Et les femmes, elles sont présentes. Et après, il faudrait les faire rester dans ces sciences. C'est là où il y a une volonté publique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont normatisé, ils ont mis des lois. C'est à faire. Il n'y a pas le choix. Les entreprises sont obligées de faire, de choisir des gens, des cotistes. On les appelle cotistes. Par exemple, ils ont des problèmes avec des questions raciales et consorts. Donc, il faut embaucher les Noirs. Chaque entreprise, chaque société n'a pas le choix. Il faut mettre des Noirs dedans. Il faut mettre des femmes dedans. Ils n'ont pas le choix. C'est une volonté publique. Et les entreprises sont obligées de suivre. Et ça complète, ça nous met en, je suis désolée, ça nous met en union carrément avec les déclarations sur les EMN de l'OIT. L'OIT, on a signé, nous avons tous ratifié. Toutes les conventions ont été ratifiées, n'est-ce pas? Pour les déclarations des EMN, nous en sommes à l'unanimité, les principes de l'UN, on est à l'unanimité. Les États ont voulu changer, d'accord? Ils ont signé, ils sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut que cette loi, cette volonté qui a été signée dans un monde global, maintenant, soit appliquée localement. Et localement, quand je parle de localement, c'est dans les entreprises, le privé. OK. Et par rapport à la couverture sanitaire, qu'est-ce qu'ils font? Chaque personne, là-bas au Brésil, la santé est gratuite, apparemment gratuite pour tous, depuis la prise en charge d'une hypertension artérielle jusqu'à un transplant d'organes. C'est gratuit. Vous allez dans le système de santé, vous ne payez rien pour les médicaments et les soins. Comment ça se fait? Chaque travailleur paye des taxes. Il y a des taxes qu'on paye et une partie de ces taxes s'appelle ICMS. Donc, où ils prennent? Ces ICMS sont destinés à 100% à la santé, à l'éducation et à la sécurité publique. Donc, c'est cet argent qui va permettre aux États, parce que le Brésil, c'est une fédération, donc il va permettre à chaque État d'investir dans le système de santé, dans la recherche, dans l'éducation, pour que là, demain, un peu plus haut, qu'on puisse avoir des professionnels femmes dans le métier. C'est vrai que dans l'offshore, on est encore très peu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des préjugés. On se met en préjugés. Nous préjudiquons parce que nous pensons que c'est pas possible. On pense, c'est le phénomène du tuyau percé, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous sortons, on va en maternité, on ne revient pas. Mais eux, ils ont mis des garanties. On ne peut pas débaucher une femme enceinte. Une femme qui revient de ses congés maternité doit retourner dans son milieu de travail. Donc, c'est ce qui nous manque, mettre cette volonté et faire appliquer, parce que nous avons travaillé, nous avons signé, nous avons ratifié, nous avons parlé, on a trouvé plein de solutions, plein de compromis et tout. Maintenant, il faut appliquer. Il n'y a plus besoin de s'asseoir et penser à comment faire. Le comment faire, ça existe. Il y a des pays qui l'ont fait et qui ont pu réussir. Maintenant, c'est à nous de les appliquer et à nous, femmes, de combattre notre discrimination. Parce que la femme aussi discrimine l'autre. C'est la femme qui est la première à te dire, mais toi, femme, qu'est-ce que tu fais dans un milieu aussi masculin que ça? C'est possible, c'est faisable. Le Sénégal prétend, est en train d'exploiter le pétrole. Où sont les femmes? Je ne les vois pas. J'ai entendu juste parler d'une seule femme que j'ai connue dans une formation, que je sais qu'il est dans une formation au Brésil, pour être formée et revenir au Sénégal.
C'est fort possible. Il y a les congés, il y a les jours de off. Donc, on peut allier les autres. Vous savez, quand on travaille sur Terre, on travaille du matin au soir. Donc, là, c'est quoi? On sort le matin à 6h, 7h du matin pour revenir que le soir à 20h. Des fois, on ne reste même pas en famille. On ne voit même pas les enfants, le mari et qu'on sort. En mer, on peut le faire. Nous sommes là-bas en général pour 1 mois, 28 jours, et on a 28 jours de off. 28 jours de off où on est là pour donner, c'est une autre forme de gérer, d'aider les femmes pour que les hommes comprennent, où je vais parler de la masculinité positive, que c'est possible. Mon épouse est en mer, mais quand elle revient, elle a 1 mois pour s'occuper de nous tous. C'est ça, en fait, mais pas dire que elle est partie, elle ne revient plus, parce que, n'est-ce pas? C'est ça, quoi, parce que, n'est-ce pas? Et quoi encore? Travailler les stéréotypes, comme je l'ai bien dit, c'est une volonté étatique et du patronat aussi. Il faut que le patronat s'engage par rapport à la société à embaucher des femmes, à mettre des quotas. Bon, cette année, nous y allons avec 10%. Demain, après, on y va à 20%, à 30%. Et un jour, on arrivera à avoir 50% de femmes dans le marché du travail et à les retenir. Mettre des garderies, souvent, ils mettent des garderies dans les entreprises pour aider ces femmes qui ont eu des enfants de pouvoir avoir un local sûr et de pouvoir regarder leurs enfants quand ils sont au travail. C'est le genre de bénéfices qu'il faut mettre et les aider. J'ai amené quelques photos juste pour vous montrer que c'est possible, n'est-ce pas? C'est bien moins, parce que quand je suis en mer, je change carrément de physionomie, c'est pas possible, n'est-ce pas? Il n'y a pas de rouge à lèvres, de bâton, rien, n'est-ce pas? Mais c'est possible. Là, nous sommes là, où nous faisons les formations à bord, n'est-ce pas? Le milieu est vraiment super masculin, mais c'est possible. Ils nous respectent, il y a des normes, il y a la lutte contre la discrimination. On ne peut pas, ils respectent, on est même choyé, je peux dire, à bord, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des normes qui leur interdisent de pratiquer l'harcèlement, autant physique, sexuel, ces genres de choses. OK? C'est durant Covid, et les mathématiques encore sont là. Par exemple, quand on se prépare à faire nos MEDEVAC, SANEVAC, il faut que je m'approche du secteur de la radio, des communications, pour savoir où on en est. Longitude, latitude, quelle position, quelle est la ville la plus proche, où débarquer mon patient, combien de temps ça me prendra, n'est-ce pas? Je suis dans le secteur médical, mais il faudrait que je sache qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les opérations qui sont en train d'être pratiquées en ce moment. Est-ce qu'ils sont en train de faire du offload ou du backload du pétrole, du matériel? En ce moment, il ne faut pas que je reçoive un hélico ou que faudrait que je demande à ce qu'on arrête toutes les opérations parce que j'ai un hélicoptère qui va se poser pour prendre un patient. On compte sur les femmes, n'est-ce pas, pour travailler sur les mathématiques, n'est-ce pas? Et les femmes que j'ai rencontrées dans le milieu sont très engagées et sont très efficaces. OK? Merci beaucoup. Nous retenons davantage. Il faut oser. Ça ne suffit pas d'oser, mais il faut aussi s'équiper, il faut se mettre à niveau. Et pour pouvoir opérer donc, de la manière la plus efficiente et effective donc, dans ce milieu, et bien entendu, il faut créer un environnement donc, qui soit favorable et un environnement de soutien et d'accompagnement. Merci encore une fois, docteur. Donc, vu le temps qui nous est imparti et les excellentes introductions qu'on a eues, peut-être je vais faire une pause ici et avoir quelques réactions et contributions de la salle et revenir par la suite vers le panel pour nous inspirer davantage. Y aurait-il des questions ou bien des contributions? Oui, prof. Oui, passez le micro ici devant. C'est le Maroc aussi à l'honneur pour plusieurs raisons. Merci, merci beaucoup. Et inclus au Qatar. Et surtout l'honneur de la femme aujourd'hui, Oui. de la jeunesse hier et de la femme aujourd'hui. Et pour réagir sur cette image extraordinaire que ma collègue dont elle a parlé de cette image du passager. Moi, j'aimerais, madame,
vraiment me mettre comme passager dans votre voiture et vous laisser le volant. Mais dans une voiture africaine, hein, dans une voiture créée par les Africains et aussi par un scanner africain, madame. Et quand vous parlez justement de la radiothérapie, etc., vous vous rappelez lors de la crise Covid, la crise qu'on a eue justement pour les scanners, d'accord? Et que malheureusement, on était obligé donc d'acheter beaucoup de scanners, etc., pour détecter, soi-disant, le Covid pulmonaire, etc. D'où la question de la souveraineté industrielle africaine se pose de manière très sérieuse. D'accord? Et vraiment, madame, félicitations. Moi, j'aimerais comme accompagner madame dans la voiture africaine, mais dans le bateau africain aussi. Vraiment. Donc, j'aimerais évoquer une question par rapport à ce débat sur la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, sur une question, à mon avis, qui est fondamentale, sur la problématique de la publication scientifique. Vous savez très bien que les jeunes scientifiques africains, de manière générale, elles ont une grande difficulté, et ça on le sait très bien, quelle que soit la qualité de l'innovation, quelle que soit la qualité de la recherche, etc., à pouvoir publier dans les revues internationales. Et là, encore une fois, en termes de recommandations, nous avons, je crois, la responsabilité, encore une fois, et nous avons la possibilité et la latitude de le faire, de créer nos revues pour justement encourager la publication africaine. Ça, je crois que c'est des choses qui ne coûtent pas cher, qui coûtent en fait un sérieux réseautage, d'accord, scientifique entre nous, et de la possibilité de vraiment de créer des revues scientifiques, techniques, etc., à notre niveau. Vous le savez très bien, aujourd'hui, quelle que soit la qualité vraiment de la recherche, pouvoir publier dans une revue internationale, vraiment, c'est un combat pour un jeune scientifique, pour un jeune chercheur, vraiment pour un combat terrible, d'accord? Et donc, je crois que nous avons, nous seniors, etc., la responsabilité de vraiment, encore une fois, je n'arrête pas de faire, excusez-moi, de faire des recommandations, mais je crois que c'est des solutions, à mon avis, pratiques sur lesquelles on doit s'atteler. Très bien. Donc, je note cette recommandation importante. Merci beaucoup. Merci. Donc, madame, et ensuite l'autre madame. Bonjour, Barbara Noyombo. Donc moi j'étais au panel des jeunes aussi hier, et j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler en start-up, dans l'industrie, dans des organisations internationales et peut-être demain en Afrique, de mettre en place des panels d'experts où il était toujours très difficile d'avoir des femmes. Et tout le monde s'accorde à dire, nous avons des femmes expertes, compétentes, des voix qui existent. Et donc aussi en termes de responsabilité de la part de, je vais reprendre le terme qui a été dit, des anciens jeunes, qui était mentionné hier, de aussi laisser la lumière parfois à d'autres personnes, parce que c'est toujours un peu les mêmes personnes aussi qu'on voit dans les panels d'experts et de responsables. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, on avait hier aussi un sujet sur les quotas. Et donc, je voulais un petit peu avoir l'avis du panel aujourd'hui. On s'accorde aussi à dire que, bien sûr, ce qui compte, c'est d'abord la compétence, comme Madame l'a rappelé. Pour aller sur le bateau, il faut d'abord avoir les compétences. Mais à compétence égale, comment faire en sorte qu'on incite plus les décisionnaires à favoriser, puisqu'à un moment, on n'a pas le choix que de passer par là. Donc, je voulais un petit peu avoir aussi votre avis. Et une participante tout à l'heure aussi mettait l'accent sur le fait qu'on parle, et bien sûr, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour les jeunes femmes qui sont déjà en études, etc., mais les jeunes filles de la communauté, comment est-ce qu'on les incite aussi, comment est-ce qu'on leur montre à quoi servent les mathématiques, à quoi sert l'ingénierie, à quoi sert la biologie dans la vie de tous les jours pour inciter de manière très jeune, en fait, les jeunes filles à s'intéresser à ces matières, puisque quand on est déjà à 16, 17, 18 ans, il y a déjà une partie du train. Bien sûr, il y a un travail à faire là, mais il y a un travail à faire aussi plutôt. Moi-même, je suis maman d'une petite de 6 ans. C'est
déjà à cet âge-là qu'on essaie d'inculquer et de montrer à nos petites filles ce à quoi amènent ces métiers. Merci. Merci à vous. La parole à la voisine d'à côté. Non, ce n'était pas elle, mais bon. C'était pas moi, mais bon, je prends comme on m'offre quelque chose. C'était juste pour dire que c'est avec beaucoup de fierté que nous avons ce panel-là. Et ce panel qui est dirigé de main de maître donc, par El Hadj, que l'on a nommé tout à l'heure, puisqu'il est docteur honoris causa de la cause des femmes. Mais les femmes qui sont là, je sais que vous devez être admiratifs parce qu'à chaque fois que vous voyez des femmes de valeur, vous voulez les mettre encore plus en valeur et c'est ça qui est important. Nous avons ici des femmes, que ce soit en virtuel comme en présentiel, que peut-être beaucoup de personnes ne connaissaient pas ou que beaucoup de personnes ne savaient même pas qu'elles existaient dans ces différents domaines. Et ça, c'est extrêmement important. Et je voudrais dire qu'à la fin du forum, nous aurons nous avons filmé tout. Et donc, tout sera sur notre site Internet et vous pourrez aller et prendre ces exemples-là pour pouvoir les diffuser partout où vous voulez. Je voulais également demander, parce que hier, nous avions les jeunes. Aujourd'hui, nous avons les femmes, mais nous avons les jeunes qui n'ont pas fait comme les adultes, qui se sont dit, c'est les jeunes, donc j'y vais pas. Vous savez que vous devez être partout. Quand on parle des femmes, vous devez être là. Mais demain, quand ce sera les experts, vous serez aussi là. C'est extrêmement important. Et j'aimerais savoir, parmi les étudiants, quels sont ceux, et notamment les étudiantes, qui vont être peut-être influencés par ce qu'elles ont entendu aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui voudraient maintenant, parce qu'elles savent que c'est une spécialisée qui existe, qui voudraient devenir spécialistes de biologie ou de offshore ou bien rechercheurs, parce que j'ai vu dans les virtuels des grandes chercheuses et qui sont respectées dans le monde. Ça veut dire que tout est possible. Il faut le vouloir. Est-ce qu'une peut se jeter à l'eau et me dire, moi, ça m'a influencé? Ou personne? Personne n'a été influencé. Si, à côté. À côté. Elle est derrière. Bon, alors, voilà une qui ose. Toi, tu es pas offshore maintenant. Et l'autre? Offshore aussi? Monsieur le Président, je voulais juste vous faire une petite animation. Merci beaucoup. Merci, professeur. Vous aurez noté que ce ne sont pas seulement les jeunes filles qui ont été influencées, mais également aussi des jeunes hommes qui ont été inspirés et influencés en même temps. C'est formidable. Donc, la parole, le micro à vous, madame. Là-bas. Non, là-bas. Bonjour à tous. Je me présente, c'est Berfina Okongo, étudiante en 6e année de médecine à l'université Euromed. Donc, j'ai 3 questions. La première question, c'est pour Dr Oumou. Je voudrais savoir, dans un univers aussi masculin, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez remédié à cela. Une autre question, c'est une question générale. Aussi, dans nos universités, nous n'avons pas souvent accès à ce genre de panel ou conférences sur des thèmes bien précis comme l'innovation, la physique nucléaire. Donc, je voudrais savoir comment aussi remédier à ce problème pour que nous puissions avoir les formations assez tôt pour pouvoir y penser. Parce que souvent, en 6e année, on a l'accoutumée sortie de promo, on cherche à faire un projet. Donc, je pense que si on est informé de ce genre de thème bientôt, lorsqu'on réfléchira sur notre projet, on pourra réfléchir sur ce genre de problème, sur ces solutions, sur ce genre d'innovation afin de changer un peu les choses. Et ma 3e question, c'est pour Professor Suzanne. So, my question is related to your story. So, how
how could we, as a student, change this kind of mentality? Because I think it's not just for the old generation, but also the new generation. Sometimes when we discuss with our friends and we tell them what kind of study we are doing, they will say, it takes so long time, just enjoy your life, you are too serious when you will get married. So how could we change this kind of mentality? Isn't it in family, in school, in community? Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question ici et puis je vais revenir au panel. À vous, madame. Merci, Monsieur le Président. Je me présente, je suis Dr. Aminda Oufal. Je suis directrice médicale pour Sanofi Global Health Unit. Et je voudrais juste dire ce que je ressens en réalité depuis le premier panel de ce matin. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai écouté tout le monde, à commencer par vous en tant que monsieur dans ce panel où on parle de genre. Et je suis complètement alignée avec vous sur l'importance du gender balance. Moi, je challenge toujours les femmes en disant attention, on n'est pas en train de prendre une revanche contre qui que ce soit. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment se battre pour prendre notre place, la place qui nous revient et le faire ensemble. C'est ensemble qu'on va y arriver. Et les hommes ont souvent peur du genre en se disant qu'on veut faire une discrimination, on veut donner aux femmes une place qu'elles ne devraient pas prendre. Et je pense qu'il faut un équilibre pour qu'on puisse y arriver tous ensemble. Je voudrais juste attirer l'attention sur un point. J'ai énormément travaillé sur le leadership féminin, aussi en entreprise, parce qu'il y a un énorme challenge et on a mis un très beau projet en interne dans notre entreprise, parce que c'est le même constat, hein, quel que soit le domaine, on se rend compte qu'on a pratiquement le gender balance quand on est au bas de l'échelle. Mais plus on monte, moins on trouve de femmes au niveau des instances décisionnelles. Mais la remarque que j'ai faite sur tout le parcours où je me suis battue pour le leadership féminin, je me suis rendu compte qu'il faut aussi énormément travailler sur la mentalité aussi bien des femmes que des hommes. Il y a vraiment un développement personnel à faire et un switch des mentalités. Je me suis rendu compte parfois, on va créer un environnement, on va mettre en place des choses pour changer, hein, pour améliorer. Mais souvent, les freins se font d'abord au niveau des femmes elles-mêmes, hein, pour beaucoup de raisons, en réalité, avec le plafond de verre dont on parle, mais c'est une réalité. Les femmes ne se lancent jamais. Moi, je passe mon temps à pousser mon entourage, les jeunes, à s'engager dans des postes, à s'engager dans des études scientifiques, etc. Parce que tout simplement, elles sont convaincues qu'elles ne vont pas y arriver. Parce que c'est culturel, c'est l'environnement, mais il y a un manque de confiance extraordinaire au niveau des femmes. Elles ne s'engagent, par exemple, quand on lance, on poste, je suis en plein de recrutement, mais elles ne vont postuler que quand elles sont sûres, je peux même dire à 120% qu'elles sont capables de tenir le poste. Alors que les hommes, à moins de 50%, je peux vous dire, ils vont se lancer, ils vont postuler alors qu'ils n'ont même pas les compétences pour ça. C'est extraordinaire. Et en plus, je me suis rendu compte aussi au niveau des managers, il y a un énorme travail à faire parce qu'il y a ce qu'on appelle les unconscious bias. C'est des biais inconscients, hein, parce qu'eux aussi ont été formatés comme ça. Surtout nous, en Afrique, on va te dire, les hommes n'ont rien à faire dans la cuisine. Tu vois ton fils venir t'aider dans la cuisine. C'est son papa qui va le chasser de la cuisine parce qu'il n'a pas à être là-bas. Tu vois? Donc, pour moi, il y a énormément de travail à faire. Au niveau des managers, au niveau des entreprises, on va se rendre compte que l'entreprise va mettre en place des choses. Nous, même dans les recrutements, on dit à niveau égal, nous privilégions que vous recrutiez des femmes à ce poste-là. Mais vous verrez que l'homme, le manager lui-même va par rapport à ses convictions freiner. Et quand tu demandes, il va te dire « Ah, mais moi, j'ai énormément de challenges. Elle va prendre un congé de maternité. Je vais rester 9 mois sans avoir, alors que je l'ai recrutée. » Il y a énormément de boulot à faire. Donc, je pense qu'il faut sincèrement qu'on se mette à travailler sérieusement au niveau des femmes, aussi bien au niveau des hommes, mais vraiment le développement personnel. Il faut qu'ils comprennent, hein, quel est l'enjeu de ce gender balance-là au niveau du monde, au niveau du développement, au niveau de la santé, au niveau de tous les secteurs. Ils ne peuvent pas faire sans nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Donc, vu maintenant vraiment la richesse des débats et des questions, je voudrais maintenant revenir au panel et demander à chacune des panélistes donc, de répondre à une question de leur choix, mais également aussi nous laisser avec vraiment une idée inspiratrice. Donc, nous allons donc, partir avec. Donc, je voudrais commencer avec Agnès. Agnès, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, à votre guise, Oui. réagir et puis juste surtout, nous laisser avec une idée inspiratrice. À vous. OK, ben je vais essayer. Étant la première, c'est pas toujours facile, mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que l'équité, maintenant, c'est de favoriser les femmes. Ce n'est pas la même chose que l'égalité. En anglais, c'est equity and equality. L'égalité, maintenant, ce serait d'aider beaucoup plus de petites filles à rentrer dans les écoles, à y rester dans notre continent et à prendre, pour celles qui sont intéressées, à les encourager et les assister. Je crois qu'il n'y a pas d'école qui le fera si on n'a pas un programme spécifique pour cela, parce que cela prend du temps. Et le nombre de femmes dans le domaine scientifique changera quand le nombre d'enfants, d'adolescentes qui prennent les filières scientifiques vont changer. Ensuite, que les hommes aient peur, moi, j'y crois pas tellement. J'y crois pas. Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas partir dans une campagne que l'équité, c'est l'antinomie de revanche. Ce n'est pas la revanche, c'est vraiment donner la chance à toutes les femmes de la même façon qu'on a donné la chance aux hommes. Maintenant, si on regarde le domaine de la santé et qu'on compte les infirmiers et infirmières, bien sûr, on a plus de femmes en santé que d'hommes, mais dans les postes de décision et dans les diplômes élevés, on a moins de femmes que d'hommes. On n'a que 25% des femmes dans des postes de leadership. 25%. Alors qu'on a plus de femmes qui font des études que d'hommes. Cela commence aussi dans l'interview. Si on sait qu'une femme ne se vante pas, on n'a qu'à en tenir compte dans l'interview. Les interviews sont très réglées. Un homme vous dira 10 fois ce qu'il peut faire. Une femme vous dira un cinquième de ce qu'elle peut faire. Qu'on en tienne compte dans les résultats des interviews. C'est connu. Pourquoi on n'en tient pas compte? C'est ce que je voulais dire. On connaît les obstacles. Pourquoi on ne fait qu'en parler? D'année en année. Moi, ce que j'ai fait, je crois que tout le monde peut commencer à le faire autour de soi. Créer le changement, n'attendez pas le changement. On a créé une université où, par principe, on recrute 70% de jeunes filles à l'école de médecine, première année. Par principe. Tous sont intelligents. On prend les 100 premières filles, les 100 premiers garçons, on prend 70, on prend 30. C'est un choix. Et ça, c'est ce que j'appelle l'équité. Ce n'est pas l'égalité. Ça rétablit les différences et les injustices. On pourrait faire ça dans tous les domaines. Et j'encourage le monde à le faire dans tous les domaines. Merci beaucoup, Agnès. Et vous me permettrez, Annelise, de prendre les gens virtuels d'abord et puis nous allons terminer avec celles qui sont en présentiel. Donc, même question à vous, professeur Francine Toomey. Vous répondez à une question de votre choix, mais surtout laissez-nous avec une idée inspiratrice de ce que l'on peut faire concrètement. À vous. L'ai-je perdu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle n'est pas là. OK. Donc, je m'avais donc donné la parole au professeur Koumba Touré Kane.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je vais essayer de répondre à la question sur les publications scientifiques en se disant que les universitaires et les scientifiques de façon globale et surtout ceux du domaine médical doivent s'approprier la couverture sanitaire universelle avec une forte implication et en actionnant deux leviers principaux, l'adhésion de tout le monde et la promotion de la recherche. Et dans cette promotion de la recherche, il y a une place importante aux publications scientifiques, mais également aux innovations technologiques et plus tard à la souveraineté industrielle, parce que ça, tout est lié. Donc, il faut une forte volonté politique par rapport à cela et travailler en synergie, en parfaite synergie pour créer, comme on l'a dit, nos journaux scientifiques, inciter les jeunes à la production scientifique, les accompagner et surtout mettre en place le système de mentorat. Le système de mentorat est capital. Ça permet aux femmes de pouvoir s'exprimer et de lever les tabous. Parce que quelqu'un l'a dit, une femme ne dit pas toutes ses compétences. Une femme ne dit que une infime partie de ses compétences. Alors que s'il y a le mentoring, s'il y a un mentor qui est là, qui amène les mentorés à s'exprimer, on pourra avoir une différence nette et les femmes pourront s'exprimer et on verra réellement la valeur ajoutée sur l'accessibilité vers la couverture sanitaire universelle. Ce sera vraiment une accélération réelle de la marche de l'Afrique vers cette couverture sanitaire universelle. Merci. Merci beaucoup. Merci encore une fois, professeur. Maintenant, je reviens au panel présentiel et je vais d'abord changer d'ordre et donner d'abord la parole à vous, Dr Oumou Kalsoum Seck. Okay. Merci. Donc, je vais répondre à votre question. Je vais prendre la question du offshore, n'est-ce pas? La question du offshore. La question offshore et inspirez-nous. Inspirez-nous. OK. Donc, les difficultés, il y en a, hein. Il y en a beaucoup. On est femme, on est seule. Souvent, je suis seule à bord comme équipe. Je suis l'équipe, comme je dis, n'est-ce pas? J'ai pas d'équipe avec moi. Donc, il faut que je compte sur des gens qui ne sont pas des médecins ni du secteur sanitaire pour m'aider à travailler. Donc, je les forme. Je forme certaines personnes, 4 ou 5 personnes. Chaque semaine, je fais des formations. J'ai même montré quelques photos où j'étais en formation pour que quand il y a urgence, que ces personnes puissent m'aider. Donc, il y a ça, c'est une réelle difficulté. OK? Difficulté, c'est que souvent, nous sommes très loin. Le temps de faire venir, de stabiliser le patient, faire venir, convaincre un call center, parce qu'on a le call center du client, on a notre call center, parce que je suis advisor. Donc, il faut que je fasse ce management de communication pour qu'ils acceptent de nous envoyer un hélico. Vous savez, l'heure d'hélico peut coûter jusqu'à 50 000 $ l'heure, c'est ça. Donc, il ne faut pas faire venir un hélico parce que la personne a juste, n'est-ce pas, une tour. Donc, on va devoir s'expliquer, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas tarder aussi à faire venir de l'aide. Parce qu'on ne veut pas de fatalité à bord, on ne veut pas de cas graves à bord. Durant Covid, on l'a bien senti, n'est-ce pas? Donc, il y avait plus de 10 Sanevac, Medevac par jour. C'est très difficile. C'est un coût, il y a un grand coût. Donc, nos décisions impactent sur les revenus de l'entreprise. Il faut savoir. Et comment faire ça? Je pense que c'est là où je vais revenir encore, c'est sur la formation, n'est-ce pas? Se former, être sûr de ce qu'on fait, et ne pas avoir honte à dire « je veux appeler à l'aide ». C'est pour cela que nous avons les call centers aussi. Dans les call centers, nous avons des médecins, des généralistes, cardiologues, neurologues, tout ce qu'il faut, toutes les, comment on appelle, les compétences, toutes les spécialités confondues, je veux dire.
n'est-ce pas, des psychologues, des psychiatres qui nous aident à débarquer le patient le plus rapidement possible. Ça, ce sont les difficultés techniques. Maintenant, par rapport aux difficultés de genre et consorts, les préjugés, ça, je travaille ça en moi. J'y crois. Je ne pense pas qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Il faut croire en soi, c'est tout. Pour moi, le mot final, c'est croire en soi, y aller, se former, être compétente, avoir les capacités et répondre à la demande professionnellement. Excellent, merci beaucoup. Docteur Kiwanuka. Thank you very much. I feel like I have so much to say and so little time. So you have to make it in 1 minute, though. Yes, I will pick what I think I need to say. I have worked as a researcher, as a trainer, as a mentor at community level, trying to train mothers to prepare for birth, to save for health, and so on and so forth. One of the things we realized was that the men complained. They complained that we are focusing so much on the women. What about us? So what am I saying here? As we move towards empowering women, we have to recognize that there is going to be the thinking that this is threatening to us for men. And there is a need to educate men about the need to educate and support women, because this is not a competition. We are not competing. It's not a competition. We just want to make a better world for health, for development, for everyone else. So there is a need to cultivate male allies on the path towards empowering women, and to recognize that at any level, when a man is being promoted, the woman will support them. It should be so when a woman is being promoted. What I want to say is that there is still need to increase the pool of women who qualify to be promoted. And that will mean that there need to be quotas. Companies, institutions have to have regulations for quotas. It doesn't have to be 50%. We can start with 30, move to 40, move to 50%, even 60, why not? But this has to be there and measured and monitored. Without that, we are just talking cross purposes. And finally, I want to end with a sober thought. During COVID, Uganda saw almost 250,000 new teenage pregnancies. What does this mean for women? It means that we are being set back, because these young girls won't get the chance to compete at the same level as the others. We should get out of, the need for leadership for women is to try and curtail that loss, because these young girls need role models who will make them know that this is possible. You don't have to drop off at that level. So these role models are the ones who will speak to the young people and tell them that, look, not everything circles around getting married. It's important, yes. Not everything is around getting a husband. It's important. But they need role models in their faces to talk to them, to show visibility that women can lead in science and in technology. That is very important. Role models, mentorship, networks, but opportunity as well. Opportunity, very important. Thank you very much. Le dernier mot vous revient, professeur, en 1 minute. Merci beaucoup, c'est un honneur. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Alors, je voulais peut-être avoir une petite réflexion par rapport à la question de monsieur. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Monsieur Choré. Oui, par rapport donc à la technologie africaine, le scanner africain, voilà. Juste pour dire que c'est important que nous
allions vers la révolution technologique pour accompagner la médecine et aller vers les objectifs de la couverture sanitaire universelle. Mais il faudrait qu'on puisse en même temps réfléchir à comment ne pas tomber dans le piège donc, de la technologie, mais l'importation de la technologie. Il faut qu'on réfléchisse parce que on a eu des exemples de pays où ils ont acquis des accélérateurs linéaires pour faire la radiothérapie. C'est des machines excessivement chères, mais dont la maintenance pose énormément de problèmes. Parce que dans leur conception, évidemment, c'est dans des pays où il fait froid, il y a aussi d'autres considérations dont on ne tient pas compte en Afrique. Il y a des pays qui ont acquis ces technologies et 2 mois après, la machine tombe en panne parce qu'il y a beaucoup de poussière, il y a la chaleur. Et donc, tout ça, c'est des problèmes sur lesquels il faut réfléchir. Et c'est là où, donc, avoir plus d'ingénieurs dans nos pays devient important. Développer l'ingénierie. Et avoir plus d'ingénieurs, avoir la masse critique d'ingénieurs qui seront capables de faire ces machines-là à notre niveau, c'est aussi avoir plus de femmes. Puisque nous constituons évidemment plus de la moitié de la population. Et donc, c'est là où le rôle des femmes devrait vraiment jouer. Faire en sorte qu'on ait plus d'ingénieurs femmes pour augmenter la masse critique d'ingénieurs qui pourraient aider à révolutionner la technologie au service de la médecine. Voilà. Thank you so very much. We're at the end of this session. Let's remind ourselves we're not all operating from the same baseline. We're not all equal. And I think we need to bring not only equality, but also equity. And equity will bring a dimension of justice, will bring a dimension of fairness. We need also to put faces, to the numbers, to put faces, to the data, to put faces on the statistics. So that, women and young women, can recognize themselves in other women and then so get inspired and motivated. And that is pretty much in line with what is called upon in terms of mentorship, in terms of training. We need also to make sure, that all women and everybody, including men, are equipped, to face this kind of situations, not only technically, scientifically, but also socially with a certain level of emotional intelligence, that will be allowing the creation of this enabling, environment. Because at the end of the day, it is not about competition, it is about partnership between men and women, partnership between rich and poor, partnership between those who are living, more affluent societies and others, that have the misfortune to be born and then raised in situations where there are so many factors they have no control over that can make them vulnerable. So on that note, thank you so much again, for an inspiring session, and la luta continua. Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné.
Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.